On va commencer tout de suite par le projet de Pierre qui est à mes côtés. Donc Pierre, vous êtes lauréat, je vous le disais, de la consultation étudiante sur le volet concours. Et vous avez choisi de travailler sur un des sites de projet qui a, allez, on va dire le moins intéressé, le moins intrigué les étudiants et qui était sans doute peut-être le plus difficile quelque part pour questionner les enjeux, puisque c'était le site qu'on avait appelé l'îlot parisien, donc un site qui proposait de traiter vraiment le tissu patrimonial traditionnel parisien et donc de s'interroger sur ses capacités d'adaptation et de transformation pour faire face à ces futures vagues de chaleur. Et donc vous avez apporté une réponse tout en finesse, tout en douceur, tout en poésie, qui a beaucoup séduit le jury. Alors, vous n'avez pas travaillé tout seul, vous étiez en équipe, hein. C'était une des demandes, une des contraintes du concours. Vous avez travaillé avec Alexandre Chabrier et Elijah Nepost sur ce projet. Et donc, vous avez reçu le premier prix dans la catégorie dans laquelle vous aviez concouru. Et vous avez même obtenu la mention spéciale du jury. Donc, félicitations. Alors, votre projet s'appelle, je l'ai dit, déploiement et repli. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce qu'il y a toute une mécanique que vous imaginez. Et puis, donc vous avez choisi de vous intéresser à la transformation des logements, mais pas que, en fait. Votre projet, il met vraiment les habitants, les usagers au cœur du dispositif que vous imaginez. Et puis, vous avez réfléchi à... Voilà, toute une progression, toute une saisonnalité. Bon, j'en dis pas plus. Je vous laisse la parole, parce que sinon je vais tout raconter à votre place. Et puis après, voilà, je pourrais compléter avec mes questions. C'est un projet qui se centre sur l'îlot parisien, l'îlot type haussmannien, on va dire, près de Place de Clichy. Donc il s'agit en fait d'une chronologie de 2023 à 2050, en prenant le scénario du droit à la fraîcheur, donc en imaginant un Paris en 2050 qui souffre au printemps et à l'été de fortes canicules. Et l'idée du projet, c'était de penser pas seulement un résultat en 2050, mais un voyage de maintenant à ce moment-là, en différentes étapes, observant les réactions communes, mais aussi individuelles, selon les habitants. Donc en 2025, les premières réactions qui arrivent sont des réactions individuelles des habitants, parce que tout simplement, ils ont trop chaud. C'est-à-dire qu'il y a un inconfort qui mène forcément à un changement dans leur manière d'habiter. Et donc on voit sur les façades une variété de brise-soleil et de protection solaire qui se déploient sur les immeubles et qui reflètent l'individualité de chacun et leur créativité avec des moyens variés. Donc ça se voit sur les façades. Et cette logique de confort thermique qui est un moteur personnel, qui est un moteur pour transformer les espaces, se poursuit en 2035 avec donc la modification d'appartements, avec, pour ceux qui le peuvent, la création de parois coulissantes ou de choses qui permettent, en saison chaude, de profiter d'une ventilation naturelle entre les cours qui sont caractéristiques de l'îlot haussmannien et la rue. Et donc ces parois, on voit bien que c'est des modifications individuelles, des espaces qui naissent d'un inconfort très personnel et ressenti par les habitants. La même année, il y a en voyant la somme de ces individualités, elles se regroupent en associations en lien avec la mairie et installent des dispositifs de toiles tendues dans la ville qui forment comme un réseau d'ombres qui sont montées au printemps et démontées en automne et qui forment un réseau d'ombres pour que les surfaces qui ne sont pas peintes en blanche ou qui absorbent trop la chaleur car sombres, elles puissent ne pas surchauffer les espaces et permettre aux habitants d'être dans l'espace public et rester confortables. C'est poursuivi en 2040 par l'installation d'échafaudages pour les immeubles qui le souhaitent, qui marchent de pair avec ces toiles tendues pour faire ce réseau d'ombre et qui permettent de plusieurs choses, donc de permettre des espaces extérieurs aux Parisiens l'été, des terrasses, mais aussi de protéger les façades historiques du soleil et des intempéries. Et donc on voit bien que là, ce qui était des changements purement individuels au moment des brises-soleil deviennent des dispositifs collectifs et communs et organisés selon les mois de l'année. La même année, donc, comme on peut voir sur ce dessin, les cours et les caves sont réutilisés et repensés pour permettre des espaces dans les cours communs quand il ne fait pas trop chaud et des espaces communs aux heures les plus chaudes dans les caves, puisqu'elles sont aménagées en étant éclairées et ventilées. Donc maintenant, c'est plus simplement individuel, c'est que la vie sociale des Parisiens
s'adaptent aux saisons et utilisent ces espaces différemment selon les moments, les heures de la journée, les semaines ou les mois. Et en 2045, après donc l'individu et le commun qui se transforment, le bâti historique commence à se modifier, parce que certes c'est un patrimoine qu'il faut préserver, mais c'est un patrimoine qui est vivant puisque les gens habitent dedans. Donc des cheminées solaires sont installées pour sortir la chaleur des bâtiments, et certaines rues sont transformées en couloirs de biodiversité, en mettant de la végétation pour faire un réseau de vie multiple. Et donc, arrivé en 2050, Paris se déploie et se replie selon la saison. Donc, en utilisant l'espace différemment, c'est quelque chose de très individuel, mais collectif, car tout le monde est attentif aux mêmes problématiques climatiques et donc à ce droit à la fraîcheur. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup et bravo pour Merci. pour ce très beau projet. Alors il y a vraiment de très très belles illustrations, une magnifique bande dessinée qui met en place ce récit que je vous invite à aller découvrir dans l'exposition. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire dans la durée en fait, et qui se construit comme ça de façon progressive? Déjà, on a tous vécu des canicules les étés derniers, et on voit les solutions qu'on trouve, c'est souvent individuel parce qu'on ressent qu'on a chaud, donc on va aller à des espaces ou non, allumer le ventilateur, j'en sais rien. Et donc je me suis dit, plutôt que proposer un projet fini par des architectes ou autres en 2050, je trouvais que ça avait plus de sens d'observer les changements individuels qui mènent à des changements communs, où évidemment il y aurait des professionnels qui rentreraient en jeu, mais à partir de certaines phases peut-être, et avec l'encouragement d'individus parce qu'ils ont trop chaud, quoi. Donc les changements naissent de l'individu, puis du commun. Et alors donc, je le disais, vous avez choisi de vous attaquer au site qui a fait un peu plus peur aux autres. C'était important pour vous de vous attaquer à la question patrimoniale et de traiter cet enjeu-là? Oui, parce que déjà, c'est des bâtis anciens, donc qui ont déjà subi des transformations depuis leur création, et qui vont de toute façon évoluer parce que les habitants changeront leur manière d'habiter. Et donc, ça m'intéressait de regarder ce que c'est la question du patrimoine, puisque c'est quand même, certes, il faut protéger ces espaces, mais ils sont quand même habités. Et donc, ça a un peu influencé la question d'imaginer des choses qui se déploient et se replient pour pouvoir, pas forcément transformer tous ces espaces, mais pouvoir les protéger, enfin, que les gens puissent quand même voir ces belles façades, mais que les habitants puissent être au frais. Ça permettait de préserver ce patrimoine tout en le transformant, mais légèrement, en fonction des années.